Bienvenue. Bienvenue Merci. à tous. Nous allons commencer puisque Sébastien est là. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette séance du séminaire de la langue et didactique de la langue et de la littérature, mais qui est aussi l'occasion de présenter le livre que j'ai eu le plaisir de coordonner, Regard sur le jeu en didactique des langues et des cultures. Avant la présentation du livre, nous allons avoir le plaisir d'écouter Sébastien Dubreuil, qui est l'un des auteurs de ce livre et qui nous vient à la fois de France et des États-Unis, puisqu'il est français, mais il travaille donc à l'université de Carnegie Mellon. Et je suis en train de chercher sa bio. Il est professeur d'études françaises et francophones, de sciences du langage et de technologies d'information et de communication à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh. Ses intérêts de recherche comprennent la définition et la place de la culture en classe de langue, la compétence interculturelle et l'utilisation de la technologie dans la conception et la mise en place de dispositifs d'apprentissage des langues étrangères, multimédia, télécollaboration et jeux pour favoriser l'apprentissage transculturel. Plus récemment, ses travaux de recherche l'ont amené à explorer la notion de pédagogie sociale, de paysage linguistique et d'apprentissage des langues culture sur le jeu. Son projet de jeu Bonne Chance, développé avec Carrie Staples et une équipe d'étudiants, a été sélectionné comme finaliste pour Reimagine Education 2015. Il a de nombreuses publications et parmi d'autres, il est co-auteur de ce livre. Je remercie tout particulièrement Sébastien d'avoir accepté de commencer cette présentation par une intervention qui va donc porter sur le jeu. À toi, Sébastien, je t'en prie. Merci, Aidé. J'avais perdu mon curseur, c'est une catastrophe. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, attends, je vais partager mon écran. Donc, voilà. C'était facile d'accepter l'invitation d'Aidé parce que, évidemment, non seulement ce livre a été l'occasion d'une belle rencontre, d'une belle collaboration, mais en plus, parce que moi, dès qu'il s'agit de parler de jeu, je viens. donc voilà. Le travail, oui, la réflexion que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus au vu de mes lectures, mais aussi et surtout de ce projet et de voir comment des gens qui venaient d'un peu partout se sont mis à échanger autour de la place et du rôle du jeu en didactique des langues et cultures. Et ça m'a fait réfléchir sur même comment moi je suis arrivé là, et à la fois géographiquement, intellectuellement, pédagogiquement, etc. etc. Et donc, et comment est-ce qu'on peut oui, concevoir, penser, déployer des dispositifs d'apprentissage qui se reposent sur le jeu dans notre domaine, qui est celui de la didactique des langues. Donc, c'est ce que je vais essayer de présenter un petit peu aujourd'hui, c'est ces réflexions qui sont un peu naissantes, un peu en cours de formulation, donc j'espère que vous serez indulgents. Je vais partir de deux citations qui m'interpellent depuis un moment. La première de Deborah Smith-Shank dans un article qu'elle a écrit en anglais sur la sémiotique dans l'enseignement de l'art, dans lequel elle dit, la dynamique d'enseignement actuelle suppose qu'il existe un ensemble correct de connaissances qu'un enseignant doit communiquer aux élèves. Et donc, pour sortir de ce modèle hiérarchique dominant, il est nécessaire de développer un tout autre cadre. Et j'espère que ce livre est l'occasion, les travaux d'Aidé sont en fait l'occasion de repenser le cadre pédagogique dans lequel on évolue. Et puis, une citation extraite de l'introduction qu'Aidé a rédigée pour cet ouvrage, qui conclut en disant que la didactique des langues et cultures est bâtie sur des emprunts multidisciplinaires, tout comme les sciences du jeu, disciplines récentes dont les frontières sont encore floues et le territoire instable. À ce titre, penser le jeu en DLC offre une occasion propice à la prise de conscience des déterminations historiques et socioculturelles qui guident la réflexion, au choix libre mais à bon escient d'une posture épistémologique, au pari en faveur de la pluralité lors de la construction du cadre théorique et conceptuel et des objets d'étude, au travail de revivification de nos cadres.
cadre métaphorique, pardon, de pensée en général et de la métaphore ludique en particulier. Et ça m'a vraiment interpellé parce que je pense que ce travail est en cours et il me plaît à penser que ça va porter des fruits intéressants. Quand j'étais en prépa, mon prof d'éco et de sociaux, il disait toujours il faut éviter les phrases du genre depuis toujours l'homme travaille et pourtant depuis toujours l'homme joue. Mais pas que l'homme, même les animaux, vous allez voir. В эту сторону. Смотри. Вот. С горки катается. Она нас, наверное, это дразнит. Балует. Интересно, в какую сторону они сейчас идут? Vous voyez cet oiseau-là Она вообще не будет. qui s'adonne à une activité juste pour le plaisir de jouer. Il n'y a pas d'autre motif et il fait ce que tous les joueurs font. Il essaye un nouveau truc, on va essayer l'autre pente de toi, ça ne marche pas, situation d'échec, je recommence. Ah ben voilà, de ce côté-là, ça gagne. Donc, tout va bien. Donc, le jeu est constitutif de la culture, des animaux, mais de notre culture à nous. Et en fait, même, Johan Huizinga dit que le jeu précéderait même la culture. Okay. J'ai dit go. Et en fait, quand on regarde bien, chaque jour, c'est un nouveau jeu. Quand j'étais à l'université du Tennessee avec une collègue, on rigolait toujours parce qu'elle est arrivée tout le temps de bonne heure, moi aussi. Et le premier jeu de la journée, c'était il fallait se stationner. Alors voilà, elle arrive dans sa petite voiture bleue qui est là et regardez la série de voitures. Il y en a 3. D'abord, il n'y a que des voitures blanches. Et puis, il y en a 3 d'un côté, il y en a 2 dans une direction, 2 dans l'autre direction. Alors, elle arrive, alors elle a une voiture bleue. Alors, est-ce qu'elle doit se mettre dans la même direction que les autres ou est-ce qu'elle doit se mettre à l'envers parce qu'elle n'est pas de la même couleur? Donc, vous voyez que quand on fait attention un petit peu à la vie qui nous entoure, on peut vite trouver des problèmes qu'on peut résoudre de façon ludique ou alors des problèmes qu'on peut juste résoudre. Et moi, j'avoue que je préfère l'approche ludique. Et en faisant un peu attention comme ça, on peut, comme disait Jacques Brel, on peut se rendre compte que finalement, la vie, c'est un grand jeu et que ça serait bien de commencer à jouer avec une bonne attitude. Alors, la merveilleuse idée d'Heidi dans cette expérience, ça a été de réunir tout un tas de gens. On est 14 à avoir écrit des choses pour ce livre, dans 4 pays différents, sur 2 continents au moins. Et ça a été l'occasion j'ai dit 3 avec le Japon, parce qu'à la suite de la publication de l'ouvrage et du colloque Heidi organisé à la fin de l'année dernière, en décembre dernier, on a commencé des dialogues avec 2 collègues qui sont au Japon, qui ne sont pas japonais, mais qui sont au Japon. Et donc, vous voyez que déjà, moi, je suis français aux États-Unis, Heidi, elle est mexicaine et elle fait du FLE. On a des collègues ici aux États-Unis qui font de l'ISL et de l'espagnol. 2 collègues au Japon qui sont occidentaux, mais qui font de l'anglais au Japon. Et donc, à travers ces dialogues, je me suis vite aperçu qu'on avait beaucoup de points communs. On est tous intéressés par le jeu. Et on est tous intéressés par la pédagogie d'enseignement des langues et des cultures. Mais en même temps, on avait beaucoup de différences liées à qui on était personnellement, mais aussi à qui on était intellectuellement, et au contexte dans lesquels on évoluait, etc. etc. Et que le défi, en fait, c'était de trouver des chemins de traverse qui puissent créer des passerelles, en fait, entre ces différents univers. Parce que les univers dans lesquels on évolue, ce sont aussi des univers culturels dans lesquels le jeu n'a pas forcément la même place. On ne joue pas forcément au même jeu. Même quand on joue au même jeu, on n'y joue pas de la même façon, etc. etc. Et donc, tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et ça pose d'emblée le problème de la pluriculturalité parce que je me rends compte qu'on a des cultures disciplinaires et des axes de focalisation qui ne sont pas du tout pareils. Il y en a certains d'entre nous qui arrivent avec une approche beaucoup plus pédagogique, centrée sur l'apprentissage, d'autres qui arrivent avec une approche plus centrée sur la formation des formateurs, d'autres qui arrivent avec des approches plus centrées sur la conception de jeu elle-même. Qu'est-ce qu'on va mettre devant les étudiants pour qu'ils puissent jouer ?
On a des cultures pédagogiques différentes qui ne sont pas informées par les mêmes cadres. Si vous êtes en Europe, ou peut-être le CECR est votre outil de référence. Si vous êtes aux États-Unis, c'est peut-être Actful ou quelque chose d'autre. Si vous êtes au Japon, c'est peut-être encore autre chose. Mais on est aussi dans des cultures institutionnelles qui sont complètement différentes. Même si on est tout ce qu'on en est, on évolue plus particulièrement dans l'enseignement supérieur. L'université n'est pas la même partout. Elle a des contraintes et des affordances qui peuvent être différentes. Et puis, comme je disais, on n'a pas tous la même culture du jeu. On ne joue pas tous au même jeu. Et pourtant, on ne traite pas forcément toujours les jeux comme des objets culturels. Et ça pose la question de comment est-ce que toutes ces considérations-là permettent, ou en tout cas d'envisager la création et le déploiement de dispositifs d'apprentissage qui mettent les deux en relation. Donc aujourd'hui, je vais principalement me focaliser sur les deux derniers points. Et voilà. Donc, non seulement on a une approche pluriculturelle, mais on a aussi une approche pluridisciplinaire et transnationale. Comme disait la citation d'Heidé, c'est voilà, quelques-unes des disciplines ou des postures ou tout ça qui informent le travail ou les travaux qui sont dans le livre et ailleurs. Donc, vous voyez que la liste est loin d'être exhaustive. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot. Alors, je vous disais que j'allais refaire une petite généalogie un petit peu de comment je suis arrivé là et comment ça continue à informer mon travail. Je me suis rendu compte, en fait, avant de revenir au jeu, que le jeu avait toujours été quelque chose qui m'avait passionné, d'une part, mais quelque chose aussi de structurant. Pour moi, à la fois d'un point de vue ludique, mais aussi d'un point de vue d'apprentissage. J'apprends beaucoup en jouant, comme vous le savez. Je vois des voitures, tout de suite, c'est un jeu pour moi. Il faut garer la voiture, c'est un jeu. Vous voyez, donc, c'est ce type de posture-là. Les maths, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'excessivement ludique. Je sais que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, moi, je viens de Bretagne, en France, et à 1 heure à peu près de chez moi, il y a une maison qui s'appelle le Carouge, qui est une maison des jeux traditionnels bretons et qui collectionne des jeux traditionnels. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, voilà la Bretagne. Je l'ai mise à gauche, hein, c'est la France à droite et la Bretagne à gauche. Donc, on est voilà, tout dans l'ouest de la France, une région qui est culturellement celtique. Il y a deux choses qu'on cultive nativement en Bretagne, la mer, le vent et la pluie. Donc, voilà un peu les paysages. Ça, c'est le phare des Poulains à Belle-Île. Mais c'est une région qui est complètement entre mer et campagne. Vous avez d'un côté les gens de la mer, les côtiers, si vous voulez, qui est un monde qui est complètement tourné vers l'océan, donc les explorateurs, et puis aussi les pêcheurs, etc. Et puis, vous avez les terriens, les gens de l'intérieur, n'est-ce pas, qui est un monde qui est vraiment tourné vers la terre, dans un paysage très typique qu'on appelle le bocage, où il y a beaucoup d'agriculture, maintenant ça s'est transformé un peu, il y a aussi de l'écotourisme, du tourisme culturel, etc. etc. Mais à la base, c'était ça, c'était des pêcheurs et des agriculteurs, pour aller vite, et des explorateurs. Et en Bretagne, comme dans toute bonne culture celtique, on aime raconter des histoires, on aime danser, on aime chanter, on aime faire de la musique. Mais ce qui était intéressant, c'est que traditionnellement, toutes ces choses-là accompagnait les gestes de la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand on faisait les moissons, par exemple, on faisait les moissons en musique, on faisait les battages en musique, il y avait des chansons qui étaient des airs qui étaient faits pour accompagner la préparation des battages, l'arrivée des gerbes de blé, etc., etc. Et avec, en plus de toute cette culture-là, je vais assez vite parce que je vais arriver assez vite au jeu, il y avait beaucoup de jeux traditionnels. Et en me penchant un petit peu sur ces jeux traditionnels, je me suis rendu compte que finalement, c'était des jeux qui aussi étaient structurants, qui étaient aussi vecteurs d'apprentissage pour ceux qui faisaient société, pour ceux qui faisaient culture à l'époque en Bretagne. Quand je vous ai dit, on avait des pêcheurs et des agriculteurs ou des explorateurs, et ben, il y avait besoin de quoi comme
comme habileté, si vous voulez, pour faire ces travaux-là. Bon, il fallait une certaine intelligence, mais il fallait une certaine adresse. Donc là, vous avez des jeux d'adresse, comme le basiode à gauche de mon écran et le sabot pendu à droite. Donc, dans un cas, vous avez ces boules-là qui sont sur un billot de bois, n'est-ce pas, qu'il faut dégager. Vous avez 6 boules et il faut dégager les 3 qui sont là. Et puis, à droite plutôt, des sabots, le sabot pendu. Alors, il existe sous beaucoup de formes différentes, avec un seul sabot, 3 sabots, 6 sabots, etc., où il faut juste lancer des petites balles dans les sabots. D'accord ? Dans les jeux d'adresse aussi, qui sont très populaires en Bretagne, vous avez les palets, ce qu'on appelle les palets planches, n'est-ce pas ? Où c'est un peu comme la pétanque, mais sur une planche, on lance un palet qui est plus petit, et puis après, faut lancer les joueurs sont en équipe, et puis il faut lancer des palets sur la planche, et c'est l'équipe qui est le plus près du petit palet qui gagne des points. Okay ? Vous avez aussi des jeux d'adresse autour de quilles. Et là, c'est intéressant parce qu'on trouve ça dans une perspective aussi transnationale. Vous avez à gauche les quilles de Muel, qui viennent d'un petit village qui s'appelle Muel, en Bretagne, dans lesquels il faut lancer des quilles. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que contrairement au bowling, par exemple, les quilles, elles sont numérotées. Et vous avez des points en fonction de… Si vous tapez la quille 9, vous avez 9 points. Mais si vous faites tomber plus d'une seule quille, vous comptez seulement 1 point par quille. Donc, si je fais tomber la quille 9, la quille 1 et la quille 4, j'ai que 3 points. Alors que si vous faites tomber que la quille 9, vous avez 9 points. Okay, donc, il faut vraiment être adroit. Et puis, à droite, vous avez le molku, qui est un jeu finlandais et qui a été importé en Bretagne assez rapidement par des marins. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas ? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en Bretagne, on joue une version du molku qu'on appelle le molku breton. Alors, dans le jeu de molku, les quilles sont numérotées de 1 à 12. Il y a 12 quilles au lieu de 9. Et on compte les points, on additionne les points. Et le molku breton, il faut absolument, quand vous accumulez les points, parce qu'on lance le bâton 9 fois, il faut absolument, pour gagner, passer par les départements qui forment la Bretagne. Donc, vous avez 29, le Finistère, 22, les Côtes-d'Armor, 56, le Morbihan, 35, l'Ille-et-Vilaine. Donc, il faut absolument, au fur et à mesure que vous augmentez votre nombre de points, il faut d'abord passer par 22, puis après, il faut taper la quille 7 pour faire 29, et puis la quille 6 pour faire 35, etc. Donc, vous voyez que même là, quand on importe des jeux de l'étranger, ce qui se fait beaucoup, on les transforme au cru local. Qu'est-ce qu'il faut encore comme compétence quand vous êtes pêcheur ou agriculteur? Il faut de l'agilité, de l'équilibre. Donc, voilà un jeu où on est à cheval sur une poutre qui tourne, vous voyez, sur un axe. Et en plus, on se tape dessus avec des sacs de paille. D'accord ? Donc, il faut être un peu costaud et puis il ne faut pas tomber, quoi. Vous avez aussi des jeux d'équilibre et de vitesse. Donc ça s'appelle la course meunier parce qu'on fait de la farine. Par chez moi, il y a du blé, un peu de céréales. Donc, il faut nourrir les cochons. Donc, on fait de la farine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a transformé le transport du sac de farine en course. Et vous voyez que ça va de 7 à 77 ans. Là, c'est une course meunier d'enfants. Il y a des jeux de force, parce qu'évidemment, il faut être fort pour faire ces travaux qui sont un petit peu physiques. Donc là, vous avez à gauche un jeu où les adversaires tiennent un bâton et ils s'appuient sur une planche avec leurs pieds. Vous voyez, une planche qui est à la verticale entre deux. Et le but du jeu, c'est de faire passer l'adversaire par-dessus la planche. Donc, il faut tirer dessus. Et quand on perd, on fait la culbute par-dessus la planche au milieu. Et puis, à droite, vous avez la lutte traditionnelle bretonne qu'on appelle le gouren, n'est-ce pas, qui a été codifié au XIVe siècle. Au Moyen-Âge, enfin, même avant le XIVe siècle, au XIIIe siècle, au XIIe siècle, qui a tout un, je vais passer là-dessus, mais il y a toute une, comment on va dire, un protocole autour de la lutte traditionnelle bretonne, autour du gouren, qui est assez intéressant. Et puis, vous avez le lancer de la gerbe de paille, n'est-ce pas, qui fait… La gerbe de paille, elle fait en Bretagne, ça existe aussi au Pays Basque, mais en Bretagne, elle fait à peu près 7 kilos.
Donc, il faut la faire passer par-dessus la barre. Et plus on va dans le concours et plus la barre monte. Le record en ce moment, je crois que ça doit être 9,50 m avec une balle de foin de 7 kg quand même. Faut la trimballer. Alors, pourquoi on faisait ça? Vous voyez que, encore une fois, ce sont des gestes qui mimiquent la vie quotidienne. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on faisait les foins, il fallait charger des charrettes avec des bottes de foin. Et puis, maintenant, il y a des tracteurs, mais avant, c'était des charrettes qui étaient tirées par des chevaux ou des bœufs. On n'allait pas faire 50 tours, donc on chargeait les charrettes dans des proportions que la morale réprouve ou que le goût du risque exalte. Et donc, à la fin, on lançait les bottes de foin le plus haut possible. Et puis, il y avait quelqu'un en haut encore une fois, il faut de l'équilibre, en haut de la charrette à récupérer les bottes pour faire le chargement. Et puis aussi, on a des jeux de force coopératifs, comme par exemple le tir à la corde, qui n'est pas propre à la Bretagne, mais qui a été certainement très, très joué en Bretagne. Et puis, le lever du baril, là, que vous voyez à droite, où on commence avec 5 personnes et il faut soulever la barrique le long d'un plan incliné. Et quand on y arrive, on perd une personne. Donc, on fait avec 4 personnes, puis après 3 personnes, puis après 2 personnes. Et puis, quand on est tout seul, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Alors, vous allez dire, ça sert à quoi? Parce que, comme je vous ai dit aussi, en Bretagne, il y a des pêcheurs. Et quand on remonte un filet de poisson, c'est mieux d'être plusieurs parce que les filets sont lourds. Et si vous voyez la posture des tireurs de corde à gauche et la posture du pêcheur à droite, vous voyez bien on est dans la même gestuelle, on est dans la même activité, en fait, n'est-ce pas? Et pour que ça marche, eh bien, il faut que les tireurs tirent ensemble. Donc, vous voyez là, on est dans une… dernier jeu aussi que je voulais mentionner, l'Aluette. L'Aluette qui est un jeu de cartes. Alors, c'est hyper intéressant, l'Aluette. La plupart des cartes d'Aluette ont été, à l'origine du jeu, étaient fabriquées à Thiers ou dans le centre de la France, dans des carteries pour être envoyées en Espagne. Parce que vous voyez qu'il y a quatre couleurs dans ce jeu-là, qui sont les deniers, les bâtons, les coupes et les épées. Et ça, c'était des cartes qui étaient faites pour être envoyées en Espagne, pour jouer à des jeux de cartes en Espagne. Et moi, en grandissant dans le pays nantais, je voyais tout le temps des gens jouer à l'Aluette. Alors, dans l'argot, on appelle ça la vache, parce qu'une des grosses cartes, qui est le 2 de coupe que vous voyez en haut à gauche, là, s'appelle la vache. Moi, je pensais que la vache, c'était un jeu qui était hyper répandu. Et bien, en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. On joue à la vache dans les régions que vous voyez au milieu sur la carte au milieu, là, qui sont les régions côtières. C'est une bande de 20 à 30 km, même pas, une trentaine de kilomètres de profondeur, entre Bordeaux et Nantes, et puis sur la presqu'île du Cotentin, quoi, en gros, et puis sur les côtes d'Armor. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a été importé puis adapté en France par des marins espagnols et des pêcheurs, des pêcheurs bretons qui allaient en Espagne, les marins espagnols qui venaient accoster dans les ports bretons. Et à travers ces cultures en contact, eh bien, le jeu a été transmis. Et c'est un jeu qui est hyper social, c'est à base de gestes. On peut indiquer à son partenaire ce qu'on a dans son jeu. Enfin, bon, il y a tout un folklore autour de ce jeu. C'était le jeu préféré de ma grand-mère. On a passé des nuits entières à jouer à ça. Mais vous voyez que d'un point de vue géographique, c'est une toute petite partie. Donc là, on a à la fois une perspective transnationale et une perspective hyper localisée, puisque ça n'est joué pratiquement nulle part en France. Alors maintenant, un petit peu, parce qu'évidemment, les choses voyagent. Les gens viennent en Bretagne en vacances, ils jouent à la vache, ils voient ça, ils disent « tiens, on va acheter un jeu de cartes, on va jouer chez nous ». Mais de façon générale, c'est vraiment hyper localisé. Et donc, autour de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est vraiment dans une culture, dans une place du jeu ou un rôle du jeu qui a vraiment contribué à faire société. N'est-ce pas? Non seulement on travaille ensemble, mais on va jouer ensemble et ensuite on va codifier ça pour que ce soit plus ludique. On va utiliser le matériel de la vie quotidienne. Il est hors de question d'aller chercher des jeux de cartes à perpète ou des jeux de quoi que ce soit. On fait avec ce qu'on a
Et puis, eh bien, il y a ce lien entre la sphère ludique, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'est enchâssé dans une perspective plus globale dans la langue et la culture française, où le jeu, ou le terme de jouer va bien au-delà, si vous voulez, de juste des jeux. On dit jouer de la musique, on dit jouer un tour à quelqu'un, on dit des jeux de mots, voyez. Donc, il y a cette écologie langagière, culturelle, autour du jeu dans la culture française, qui me donne à penser que le fait de négliger le jeu et les jeux comme objet culturel à part entière qui permettrait d'ouvrir des perspectives sur une culture, sur une société, le fait de ne pas faire ça ou de négliger cet aspect-là est quelque chose qui nous rend pas service, en fait, en tant que pédagogue. Et donc, ça mériterait au moins qu'on s'y attarde, d'autant plus qu'on sait que la culture importe autour des jeux, mais aussi dans le jeu. Quand on a commencé à travailler avec les étudiants, et je vais vous montrer quelques projets plus tard, quand on les a forcés à trouver des récits autour des jeux qu'ils voulaient créer, on les a mis face à face de ces perspectives enchâssées, la perspective individuelle, la perspective locale, la relation à des échelles plus grandes du temps et de l'espace et de la culture. Et donc, on leur disait, mais si vous avez des personnages dans votre jeu qui sont à des époques précises ou dans des contextes précis, ça serait intéressant que vous vous posiez la question de savoir c'est quoi leur bagage, où est-ce qu'ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils sont à l'aise, est-ce que ça se passe bien chez eux, qu'est-ce qui les fait rire, de quoi ils sont curieux, qu'est-ce qu'ils ont comme habit, mes chaussettes, est-ce que j'ai des chaussettes en laine, en coton, en soie, quelles sont mes perspectives d'avenir, quels sont mes objectifs, comment est-ce que je vais prendre soin de ma famille, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai des amis, qui sont-ils, quel est mon écosystème de relations de façon quotidienne, qui gouverne, est-ce que c'est un roi, un président, un seigneur local, qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles, c'est quoi les commérages locaux, est-ce que je suis éduqué, pas éduqué, lettré, pas lettré, quel est le système encore plus grand, le système politique de mon pays, quelle est la production littéraire, quelle est la production artistique, quelles sont les inventions technologiques, etc. etc. La liste n'est pas exhaustive, hein, on peut poser des questions dans toutes ces échelles-là pendant longtemps. Et puis ensuite, dans le jeu lui-même, là, c'est les travaux d'un collègue au MIT qui s'appelle Eric Klopfer, où il a regardé, il a essayé de faire des approches en classe et des approches par le jeu autour de problèmes, de vrais problèmes, autour de MIT, de comment ils allaient gérer l'environnement. Il y avait une espèce de place, là, ils ne savaient pas trop quoi faire, il y avait des arbres, il fallait découper, enfin bon, c'était tout un truc. Et quand il a fait une approche plus traditionnelle, type avec des géographes, des sociologues, machin, ou des élèves, des étudiants en business, donc ils avaient des solutions tout à fait technocratiques. Et puis, il a fait la même chose à travers un jeu. Et il a trouvé que les étudiants qui étaient c'était un jeu en réalité augmentée, ils avaient des processus de prise de décision qui étaient radicalement différents d'un point de vue qualitatif, que quand ils ont vu le jeu dans l'espace, ça a complètement informé à la fois la culture de la classe, mais aussi la culture de l'espace, donc le contexte culturel. Ils se sont rendus compte que les décisions qu'ils allaient prendre allaient vraiment devaient absolument se prendre en relation avec la communauté, parce qu'il y avait une relation un petit peu difficile entre le MIT et la communauté alentour. Donc, du coup, ça met en jeu sur la table des considérations éthiques. Et puis, ça a donné lieu, finalement, à des décisions beaucoup plus nuancées, beaucoup plus empreintes de considérations sociales, etc. etc. Alors, comment relier, donc, du coup, tous ces éléments-là? Je sais que ça va assez vite, mais comment relier tout ça, jeu, culture et didactique des langues et cultures? Alors, on peut faire un projet que Steve Thorne a fait à Portland. On peut
emplacer les apprenants dans l'espace à travers, ça c'est des jeux géolocatifs mobiles. Là, il est question d'être un agent du futur qui revient dans le présent pour essayer de sauver la planète du désastre écologique qui l'attend, et en documentant les efforts faits par l'université pour promouvoir les technologies vertes, etc., etc. Donc voilà, les étudiants se promènent sur le campus, et ils doivent documenter ça, ils peuvent laisser des notes, etc., etc. Ou alors mettre sur l'avant de la scène le côté multiculturel d'une communauté. Donc ça, c'est un travail de Julie Sykes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où juste à côté de l'université, il y a un quartier qui s'appelle Los Griegos, qui est traditionnellement latinx, hispanique, et qui est pas très fréquenté par les étudiants, alors que même ceux qui sont en classe d'espagnol. Donc Julie, elle a fait un jeu où là, c'est pareil, ça commence, il y a eu un meurtre et vous êtes assigné en tant que joueur à une famille de quatre, et le but du jeu, c'est de disculper votre famille. Donc, elle envoie ses étudiants dans Los Griegos. Elle a même impliqué les membres de la communauté, ceux qui voulaient, évidemment, qui en fait sont des personnages non joueurs, si vous voulez, mais en vrai, et qui parlent aux étudiants qui viennent se promener, chercher des indices, etc., dans la communauté. Mais ce que ça fait, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a un mec qui tient une petite boutique, un vendeur de saucisses, etc. Donc, du coup, ça fait revivre un peu cette économie-là, parce que les étudiants, ils sont là, ils y passent la journée, ils achètent à manger, ils parlent avec les gens, etc., etc. Donc ça, c'est deux façons de faire. On peut faire aussi l'inverse, c'est de faire venir la culture dans la salle de classe. Et je vais vous proposer deux projets dont Heidi a parlé, dans lesquels j'ai été impliqué. Le premier, c'est… bon, avant de vous les montrer, mon approche, c'était de renverser… souvent, on parle de la dynamique de Homo sapiens à Homo faber à Homo ludens, et moi, je vais en fait faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par jouer. Ensuite, on va faire, et cette transition-là va nous permettre de savoir et d'apprendre. Comme je disais, moi, j'approche la vie comme j'approche les jeux, c'est-à-dire que c'est une série pour citer Jesse Sher, c'est une activité de résolution de problèmes approchée avec une approche ludique. Et ce que je me suis dit, c'est, au lieu d'avoir une classe de français traditionnelle avec des rangs de chaises et des tableaux noirs, est-ce qu'on ne pourrait pas est-ce que ça pourrait pas ressembler à une classe de français? Ou est-ce que ça pourrait pas ressembler à une classe de français? Tout le monde est debout, tout le monde travaille ensemble, etc., etc. Et quand on a commencé à faire ça, un de nos étudiants en fait dit, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les questions. C'est les questions qu'on est obligé de se poser pour arriver à nos fins. Et je dis, ben voilà, si vous avez déjà compris ça, que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas les réponses qu'on donne, mais c'est de s'assurer qu'on pose les bonnes questions, et ben déjà, c'est un bon point de départ. Parce que les questions, c'est ce qui est intéressant, mais c'est aussi ce qui est difficile. Et ce qui est difficile, c'est beaucoup plus intéressant, parce que comme Cass Holman, qui est une conceptrice de jeu, que si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à faire sa connaissance, easy is boring. Les gens, ils ne jouent pas parce que c'est facile. Les gens, ils jouent parce que c'est difficile, stimulant, motivant, etc., et qu'ils aiment le défi. Alors, pourquoi la conception de jeu? Pourquoi est-ce que ça m'a paru une façon intéressante d'approcher le problème? Parce que quand on dessine un jeu, il faut d'abord créer une relation avec le contexte du problème. Ensuite, il faut faire preuve de créativité dans savoir comment on va élaborer une solution. Et ensuite, parce qu'il faut absolument prendre en compte le contexte du problème, c'est-à-dire, en gros, le contexte d'utilisation. Donc ici, en plus, la conception de jeu, c'est un processus qui est éminemment itératif. On n'arrive pas à un jeu fini la première fois. Il faut le faire, puis le refaire, puis le refaire, puis le refaire encore. Et c'est un processus collaboratif. On est obligé de travailler avec et pour les autres. Et en plus, comme on sait qu'on ne va pas y arriver du premier coup, on est obligé de refaire. Et donc, ça encourage à prendre des risques, sachant qu'il n'y a aucun risque à prendre des risques. Vous n'allez pas être puni pour trouver la mauvaise réponse, comme vous pourriez l'être sur un examen. Dans les jeux comme dans la création de jeux,
on essaye, si ça ne marche pas, ben on refait différemment. Donc, en ce sens, c'est quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans cette idée de makerspace ou maker culture, dont je vais passer les détails, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Ce qui m'intéresse dans cette optique, c'est de faire habiter par les étudiants des rôles nouveaux. Au lieu d'être assis à écouter ou juste assis à parler, eh ben, ils vont être assis à créer, composer, envisager, chercher, faire, construire, tester, etc., etc. Et surtout, ils vont voir les conséquences de leur choix, les conséquences de leurs décisions de design, leurs décisions langagières, leurs décisions culturelles, etc., etc. Et donc, ça crée de nouvelles formes d'engagement pour les étudiants. Au lieu d'être un destinataire passif, ils deviennent vraiment des agents, des acteurs de leur apprentissage. Le contenu, ce n'est pas juste une information qu'ils font apprendre, c'est un outil qui a du sens, qui va créer du sens, qui va être porteur de sens. Et on n'est pas dans une classe où le contexte va être potentiellement pertinent. Imaginez que vous êtes au café. Non, 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 le contexte, c'est le point de départ. Il faut absolument trouver un bon contexte pour arriver à nos fins. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet Bonne Chance, qui est un projet qui est plus ou moins toujours en cours, dans lequel les étudiants ont créé un jeu vidéo sur Unreal Engine et maintenant Unity, dans lequel une agence c'est Paris en 3025 et on est dans le futur et il y a un méchant qui commence à déplacer des objets historiques dans l'espace-temps français, et donc il faut absolument replacer les objets dans leur bon espace-temps pour éviter de complètement changer l'histoire de France. Quand on a fait ça, le but du jeu, c'était d'avoir vite fait un jeu pour pouvoir le tester, pour voir ce que les gens apprenaient en jouant à ce jeu-là. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, en fait, je regarde ça complètement à l'envers, parce que ce qui est plus intéressant, c'est ce que les gens apprennent en créant ce jeu-là. N'est-ce pas ? Parce qu'on était dans le studio, là, ça c'était notre salle de classe, et j'entendais des trucs fuser dans tous les sens, parce qu'il faut que je vous dise quand même que l'équipe d'étudiants que j'ai réussi à recruter avec l'aide de ma collègue Kerry Staples, c'était tous des étudiants qui menaçaient qui détestaient absolument les langues étrangères et qui voulaient aller à la petite école locale pour faire un truc plus facile, juste parce que comme ça leur permettait d'avoir les crédits nécessaires pour continuer à faire leurs études, parce qu'il fallait qu'ils fassent au moins 2 semestres de langue. Et ils ne voulaient vraiment pas apprendre le français, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et quand ils ont commencé à créer ce jeu-là, ils se sont littéralement, jeu de mots exprès, ils se sont littéralement pris au jeu, et là, ça a fusé dans tous les sens. Alors, on était là à coder notre truc, et tout d'un coup, j'entendais « Bon, les gars, valise, c'est masculin ou féminin ?» Et puis, donc ça, c'était les questions de langage. Il y a des questions sur la mécanique du design. Bon, est-ce qu'on peut vraiment tuer un sprite, ou est-ce qu'il faut tuer l'acteur auquel le sprite est attaché? Ou alors, des questions esthétiques. Ouais, la couleur, bien, mais on arrive, ça ne se voit pas. À l'écran, ça ne se voit pas, donc il faut changer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on est dans une perspective où c'est de l'apprentissage juste à temps. Donc là, voilà un de nos codeurs, là, Tom, qui était à essayer d'apprendre les vicissitudes du passé composé en français, et parce qu'il voulait coder ça dans le jeu. Et donc, il a eu un tuto ad hoc par Brooke, qui était là, qui était notre MS student en français, étudiante de master. Et 6 mois après, quand on a reçu des nouveaux étudiants dans notre équipe, donc ça c'est en bas à droite, voilà Tom qui est en train d'expliquer aux autres qui arrivent comment ça se passe le passé composé et comment ils vont pouvoir manipuler ça pour le rentrer dans le jeu. Une autre chose qui est intéressante dans ce type de dynamique, c'est que vous voyez que
quand on parle de communication interculturelle, j'avais là-dedans des étudiants qui venaient de design, d'art graphique, des animateurs, des codeurs, des linguistes, des français, etc., etc. Et donc, il fallait qu'ils trouvent des façons de communiquer entre eux à travers les lignes disciplinaires. Parce que des fois, eh bien, moi, j'ai assisté à des conversations où je dis, ben voilà, j'ai compris tous les mots et rien du sens. Parce qu'on a des cadres disciplinaires qui se parlent pas les uns aux autres, on utilise du jargon, on utilise des choses comme ça. Et donc, il faut trouver des outils pour communiquer entre les deux. Donc, dans ce contexte, au total, ce que ça a fait, cette réflexion-là, c'est que les étudiants ont créé 10 niveaux qu'ils ont dû rechercher. Donc, on commence en 3015 et puis ensuite, notre héroïne voyage dans le temps. Donc, pour chaque période, ils ont dû identifier des objets intéressants, des gens qui étaient intéressants, des endroits qui étaient intéressants. Donc, ça demande une quantité de recherche absolument colossale. Et de voir comment est-ce que notre héroïne pourrait rencontrer des personnages historiques intéressants, de Quasimodo à Marie de Médicis ou à Gustave Eiffel, etc., etc. Moi, je n'étais pas du tout pour le voyage dans le temps, parce que je trouve que c'est surfait, très utilisé, etc., etc. Mais les étudiants m'ont convaincu, d'abord parce que quand on a voté, j'ai perdu 13-1, et ils m'ont dit, mais non, mais Sébastien, regarde, si on fait voyager les étudiants dans le temps, on va pouvoir les exposer à des choses beaucoup plus authentiques. Par exemple, on peut trouver ce que c'est la palette de couleurs de la Renaissance ou la palette de couleurs de la Première Guerre mondiale. Je dis, comment ça, il y a une palette de couleurs pour la Première Guerre mondiale? Il dit, bah oui, regarde. Et ils avaient déjà fait des recherches, donc ils ont trouvé des œuvres d'art sur la Première Guerre mondiale, des passages de littérature sur la Première Guerre mondiale, etc., etc., dans lesquels on parle de couleurs. Et à travers ces travaux-là, ils ont extrait les couleurs de chaque période pour se servir de base pour l'art qu'ils allaient créer pour ce niveau-là. Okay. Ils ont aussi fait des recherches sur ce qui se passait. Donc là, c'est autour de la Tour Eiffel, l'exposition universelle, etc., etc. Ils ont fait des recherches sur différentes mécaniques de jeu pour pouvoir faire des audits compétitifs pour savoir quelle était la meilleure solution. Et puis, il a fallu qu'ils conçoivent tout l'arc narratif de cette histoire-là. Où est-ce qu'on commençait, où est-ce qu'on allait, dans quel sens, dans quel ordre, etc., etc. Et puis ensuite, on continue à creuser. Donc, ça, c'est le premier niveau. Comment est-ce qu'on sait ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va recevoir notre outil pour voyager dans le temps? Avec qui on va parler? Et puis, dans chaque niveau, quelles sont les conversations qui vont devoir avoir lieu? Avec qui? Donc, il faut écrire tout le français derrière ça, tous les dialogues, etc., etc. Et donc, après, il faut apprendre à naviguer la complexité et la non-linéarité, parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on creuse dans un niveau, eh ben, il faut savoir okay, quels sont les personnages, comment on commence, branching narrative, n'est-ce pas, où est-ce qu'on peut aller, donc si on va là, qu'est-ce qui se passe, si on va là, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça se rejoint, comment est-ce qu'on sort du niveau. Donc voilà, encore donc tout ça, il faut documenter. Ils sont même allés jusqu'à, et je vais faire une pause là, ils sont même allés jusqu'à créer des polices de caractère. Donc les 2 polices de caractère que vous voyez ici à l'écran sont des polices de caractère qui ont été créées par ces étudiants-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en France, on aime bien écrire en attaché, en cursif, n'est-ce pas? Et qui n'est pas quelque chose qu'ils connaissent trop aux États-Unis. Ce n'est pas enseigné partout, ça commence à venir, mais pas partout. Et ils se sont dit, ça serait bien qu'on ait des polices de caractère qui, à la fois, soient un peu réminiscentes de l'écriture attachée française, mais en même temps qui soient lisibles par des Américains. Et je pose pour vous dire ça, parce que vous voyez que là, du coup, on est vraiment dans une perspective où on s'interroge sur la perspective de la culture d'origine, qui ici est la culture française, pour ensuite établir une passerelle avec la culture cible, qui est ici un public d'apprenants du français langue étrangère au niveau élémentaire en Amérique du Nord. Et donc, on traduit la culture française pour la rendre accessible à un public qui peut ne pas la connaître. Vous voyez? Donc, il y a vraiment là un geste intéressant. Le deuxième projet que je vais vous présenter, j'ai aucune idée du temps qui me reste parce que j'ai complètement oublié de commencer mon chronomètre. Donc, quand tu en as marre de m'entendre, tu coupes le son et puis ça ira. On est à 47 minutes. Tu disposes encore d'une dizaine de minutes, on va dire.
Ok, très bien. Donc, le gros désavantage des jeux vidéo, comme donc le projet Bonne Chance, c'est que ça prend du temps à créer. Et c'est donc un projet qui est toujours en cours, qui avance petit à petit. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait catalyser ça? Et puis, en plus, tout le monde n'a pas accès à la technologie. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire ça plus court dans une perspective analogue? Et donc, j'ai créé un cours ici à Carnegie Mellon que j'ai appelé Jeux de culture et culture du jeu, dans lequel on entre dans la culture française à travers 3 genres de jeux analogues que je vais vous montrer. Et voilà, donc le premier geste là-dedans, c'est de jouer ensemble. Donc le premier jeu, c'est les jeux d'ambiance, le premier genre de jeu. Et cette idée de jeux d'ambiance, on les utilise en France dans un contexte bien précis. C'est l'apéro entre copains avant il faut des jeux qui jouent assez vite, qui favorisent une certaine socialité, n'est-ce pas? Et donc, c'est très bien pour ouvrir la classe, parce que du coup, les étudiants apprennent à se connaître. Donc, on joue ensemble. Donc ça, le premier, c'était Dixit. Celui-ci, c'est Concept. On a joué aussi à Anabi, qui est un jeu d'ambiance coopératif. Ensuite, le deuxième genre de jeu auquel on a joué, c'est des jeux d'évasion, escape games, qui sont hyper populaires en France. Donc, ils ne sont pas nés en France, mais ils ont été adoptés il y a 2 fois plus, je crois, par habitant. Il y a 2 fois plus de jeux d'escape games en France qu'il y en a aux États-Unis, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle Unlock, qui a été créé par un studio français qui s'appelle les Space Cowboys, et qui se joue en réalité augmentée avec une appli. Et puis, on voulait aller dans un escape game ici à Pittsburgh pour que les étudiants voient, mais malheureusement, en période de pandémie, ce n'est pas idéal d'aller s'enfermer à 6 dans un espace clos. Donc, on a joué à un jeu d'évasion en réalité virtuelle qui s'appelle I Expect You to Die, qui a été créé ici, en fait, à Pittsburgh, par un studio qui s'appelle Shell Games. C'est le meilleur modèle du genre. Si vous avez un casque de réalité virtuelle, je vous encourage à l'essayer. Et enfin, l'Eurogame par excellence, les jeux coopératifs, donc ici, c'est un jeu qui s'appelle Guédelon, auquel on a joué. Donc ça, c'était le premier moment. Le deuxième moment du cours, c'est l'analyse. Donc à chaque fois qu'on joue à un jeu, on l'analyse à la fois pour son contenu langagier et culturel, pour ce qu'il dit de la culture ou sur la culture. On l'analyse pour sa mécanique de jeu, pour que les étudiants se constituent un répertoire de mécaniques de jeu qu'ils pourront ensuite redéployer dans leur propre création. Et enfin, on s'interroge sur la question des affordances et des limitations de chacun de ces jeux dans une perspective pédagogique. Ensuite, on fait réfléchir les étudiants sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir créer leur propre jeu. Et comme dit Jim G, cette idée, c'est vraiment, encore une fois, cette idée de l'enseignement en flux tendu, c'est-à-dire qu'on enseigne ce dont les étudiants ont besoin quand ils en ont besoin, n'est-ce pas? Donc, l'enseignement comme façon de ressourcer l'apprentissage, si vous voulez. On fait aussi toucher du doigt les étudiants, ce phénomène tout à fait commun dans l'univers de création de jeux qui s'appelle le mode, où on peut juste modifier un jeu, on n'a pas besoin de le recréer, on peut modifier un jeu pour le rendre plus accessible. Donc Guédelon, par exemple, c'est un jeu qui est très bien, mais qui est vraiment compliqué pour des apprenants, surtout au niveau intermédiaire, si vous voulez. Alors, on s'est dit avec les étudiants, si vous deviez jouer à Guédelon avec des étudiants intermédiaires, qu'est-ce que vous feriez? Et comment est-ce qu'on pourrait aligner l'apprentissage et l'utilisation de la langue seconde? Alors, ils se sont penchés sur la question, ils ont simplifié les règles, ils ont annoté le plateau de jeu, ils ont créé des cartes de référence par tour de jeu, ce qu'on appelle en anglais turn cards, où ils ont résumé, vous voyez à droite, là en haut, quand c'est votre tour de jouer, voilà les choses que vous devez faire. Et puis au dos de cette carte, des éléments de langage pour construire des phrases qui sont communes dans le jeu. Et puis, ils ont aussi créé un guide pédagogique à l'attention des profs pour expliquer ce que c'est le jeu, qu'est-ce qu'on peut examiner comme contenu langagier, culturel, comment est-ce qu'on peut le déployer en salle de classe, combien de temps, etc.
Ensuite, bon, évidemment, les étudiants font aussi l'apprentissage du fait que apprendre une langue, je leur dis toujours, apprendre le français, c'est un jeu d'équipe. Donc, vous serez beaucoup plus efficace si vous travaillez en équipe que si vous êtes tout seul avec votre bouquin. Surtout, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est à quel point les étudiants oublient leur rôle traditionnel d'apprenant, qui est d'être assis sur la chaise. Donc là, comme vous voyez, ils commencent là, leur premier brainstorming. Et vous voyez, donc il y a un membre du groupe qui est au tableau. Les 4 autres sont assises autour de la table. Et puis, donc voilà, il dit, voilà, on en est rendu là. 5 minutes après, il y en a une deuxième qui se lève, qui dit, ah ouais, mais moi, je pense qu'on devrait faire aussi ajouter ci, ça. 1 minute après, elles sont 3. Et puis, pour finir, tout le monde y est. Vous voyez, donc, il y a cette espèce de prise de conscience par habituation des étudiants du fait que, eh bien, plus ils sont actifs, plus ils échangent, plus ils communiquent et plus ils apprennent vite, en fait. Ensuite, alors là, c'est hyper, je ne sais pas vous, vos étudiants, mais moi, les miens, et pour leur faire comprendre ça, c'est compliqué, du fait qu'ils ont peur. Ils ne veulent me montrer que les choses qui sont finies, bien léchées, corrigées, parfaites, toutes belles, etc. etc. Je dis non, 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 non. Game design is messy. N'est-ce pas? C'est des prototypes en papier, des trucs, on brouillonne, on crayonne, on rature, on fera joli plus tard. Pour l'instant, l'essentiel, c'est que ça marche et surtout que ça soit construit sur des bases solides. Et puis, ensuite, eh ben, il faut tester. Donc voilà, on a des jeux en papier qu'on teste et qu'on critique selon les mêmes critères que je vous ai déjà expliqués. Et dans cette perspective, évidemment, eh bien, le professeur, c'est juste une partie du dispositif d'apprentissage. Ce n'est pas moi qui a la science infuse, qui va vous dire tout ce que vous… Non, non, c'est tout le monde apprend, tout le monde enseigne. C'est l'apprentissage en réseau, si vous voulez. Et on n'est pas dans une logique de transmission, on est dans une logique constructiviste, constructionniste, n'est-ce pas, où on va transformer l'espace d'apprentissage d'un espace de transmission à un espace de création. Voilà ce que ça donne. Et donc, dans cette dynamique-là, l'apprenant est vraiment un acteur social, un facteur de changement, puisqu'on va créer des jeux pour les autres. Donc, voilà un jeu, par exemple, quelques exemples de jeux qui ont été créés. Donc, parce qu'une fois qu'on passe du processus du prototype en papier, ben évidemment, il faut rendre les choses un peu plus jolies. Donc, il faut créer un beau plateau de jeu avec des jolies cartes, avec des jolies règles. Donc, il faut apprendre à écrire des règles aussi, qui est un genre tout à fait particulier. Et puis, apprendre à écrire un guide pédagogique, etc. etc. Donc, il y a pas mal de boulot. Donc, ça, c'est un jeu coopératif sur l'ascension au trône. Ça, c'est un jeu d'évasion sur plateau. Type Unlock, mais tout analogue, dans les catacombes. Et puis, des fois, on trouve des jeux où les étudiants se penchent sur des problématiques tout à fait langagières. Donc là, tout à gauche, par exemple, juste un des exemples, un jeu qui s'appelle Francophonique, qui est un jeu sur la phonétique du français, mais qui se présente comme un jeu d'ambiance. Donc, ça va vite, c'est sympa, on rigole bien, etc., etc. Mais en même temps, on apprend à prononcer et à identifier les sons du français. Je passe sur celui-là. Je vais passer là-dessus aussi pour arriver aux conclusions. Donc ça, c'est des choses dans ce type de dispositif-là, une dimension qui est très importante, dont je parle moins maintenant parce que ce n'est pas le but du propos, mais c'est la dimension autoréflexive, n'est-ce pas? Il faut absolument faire réfléchir la dimension méta, si vous voulez, faire réfléchir les apprenants sur leur apprentissage, pour comment ils apprennent, qu'est-ce qu'ils ont appris, pourquoi ils ont fait pris ce type de décision, etc. etc. Ce qu'ils ont montré au fil du semestre, c'est ils sont vraiment devenus un groupe, en fait. Ils sont devenus des auditeurs beaucoup plus actifs, beaucoup plus bienveillants. Au lieu de juste être là, écouter ce que je dis, ils se sont écoutés les uns les autres pour pouvoir contribuer à leur processus de création. Ils sont devenus de meilleurs collaborateurs. Ils ont montré une maîtrise accrue des différents genres de jeux. Ils sont devenus de meilleurs designers, ça, il n'y a aucun doute. Ils ont fourni des exemples relativement profonds de réflexion personnelle. Ils ont commencé à établir des liens entre des disciplines. Des gens qui me disent « Ah, putain !» un notamment en ingénierie civile qui m'a dit « Oh là là, il faudrait
que mes copains ils viennent prendre ce cours-là, parce qu'ils seraient de bien meilleurs ingénieurs s'ils savaient ce que je sais maintenant. Ils ont commencé à tisser des liens entre le cours et le fameux monde réel, n'est-ce pas? Puisque non seulement on les a mis en prise avec la culture française, mais on les a mis en prise avec les utilisateurs de leur jeu. Et surtout, ils sont restés engagés tout au long du semestre, c'est-à-dire que normalement, le cours demande 9 heures de travail d'implication par semaine. Et je peux vous garantir que, aussi bien dans Bonne Chance que dans ce cours-là, ils ont largement excédé le volume horaire demandé. Et donc, au final, on a une transformation à double sens, c'est-à-dire que les apprenants sont transformés, eux, à travers le processus de conception de jeu, mais ils envisagent aussi la transformation de leur public dans le sens où ils conçoivent des expériences pour d'autres. Donc, en conclusion, les apprenants, tels qu'ils se présentent là en tant que game designer, concepteurs de jeux, ils apprennent la langue et la culture dans cet environnement, axé sur la conception des jeux, dans une approche, comme vous avez pu le voir, qui est nécessairement pluriculturelle, parce qu'elle prend en compte les deux cultures, et nécessairement pluridisciplinaire. L'apprentissage émerge de façon organique tout au long du processus en fonction des intérêts des apprenants et des apprenantes, et se présente à la fois comme un produit de l'interaction et des intérêts des apprenants dans le processus lui-même. On met sur pied une sorte d'écologie de l'apprentissage, c'est-à-dire un dispositif passerelle qui s'organise différemment pour chacun, pour promouvoir des postures et des comportements différents chez les étudiants, puisqu'elles sont tournées vers un public, un vrai public, non seulement potentiel, mais réel. J'ai utilisé certains de ces jeux, moi, avec d'autres apprenants. Et pour revenir à la citation d'Heidegger que j'ai mentionnée au début du propos, c'est que cette approche pluriculturelle qui est aussi culturellement située, c'est-à-dire qu'il faut envisager plusieurs cultures, mais en même temps, on est dans un contexte précis, avec des apprenants précis. Donc, il y a à la fois ce double mouvement dans une perspective globale et hyper localisée, me semble s'imposer pour au moins nourrir cette réflexion et cette approche, même pour nous, en tant que didacticiens des langues et des cultures. La richesse du dialogue ou des conversations qu'on a eues autour de l'ouvrage auquel on a tous contribué, ça nous a montré à quel point on avait des lacunes. Quand on est arrivé, Heidi, elle arrive avec un bagage énorme dans le contexte du FLE, etc., qui est complètement inconnu des gens qui sont en Amérique du Nord. Donc, ce qu'ils connaissent, ça va être des gens comme Roger Caillois, ça va être des gens comme Huizinga, etc., etc. Mais ils ne connaissent pas Gilles Brougère, ils ne connaissent pas Heidi Silva nécessairement, ils ne connaissent pas, etc., etc., alors qu'ils devraient. Et puis, nous, à l'inverse, on ne connaît pas forcément le travail qui se passe au Japon ou en Amérique du Nord, alors qu'on devrait aussi. Et donc, ça nous oblige à remettre cette notion d'apprendre non pas comme quelque chose en soi, mais comme un processus de convergence de différentes unités, différentes entités, différents processus, différentes postures, différentes épistémologies, différentes cultures, etc., etc. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, avant de passer la parole à Heidi, je suis tout oui. En fait, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la présentation qui va être extrêmement courte pour pouvoir passer ensuite aux questions. Meilleure idée. Bastien. Je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça je te rends non seulement la parole, mais aussi l'écran. Voilà, merci. Et donc, je partage l'écran, effectivement. Je partage l'écran, voilà. Ceci. Voilà. Donc, très brièvement, ce que je souhaite faire maintenant, c'est vous présenter l'ouvrage dont il est question. C'est un ouvrage que nous avons préparé sur l'invitation de Patrick Chardonnay dans une collection qu'il dirige chez l'éditeur Peter Lang, basé à Bruxelles. Et la collection s'appelle Champs didactiques plurilingues et c'est le volume numéro 9. Donc, nous y avons travaillé en 2020-2021
et il vient de paraître donc au mois de février 2022. Le livre s'appelle « Regard sur le jeu en didactique des langues et des cultures, penser, concevoir, évaluer, former ». Donc, c'est un livre qui s'adresse à un public large. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas une anthologie d'activités, ce n'est pas un recueil de pistes directes pour la classe, même si nous souhaitons qu'il puisse être utile aux professeurs, bien sûr, mais aux chercheurs, aux étudiants qui effectuent des travaux de recherche au niveau de la licence, le master, le doctorat, et qui souhaitent en savoir plus sur la manière d'aborder le jeu, qui est sans doute un sujet séduisant, mais parfois un peu glissant d'un point de vue théorique. Donc, le livre s'adresse aussi bien aux chercheurs, aux professeurs, aux étudiants et au public en général qui s'intéresse au carrefour qui naît du croisement entre le jeu et la didactique des langues et des cultures. Parmi les auteurs, nous sommes en fait 14. Je n'ai pas ajouté, Sébastien me l'a fait remarquer tout à l'heure, et donc je m'excuse avec lui, Gilles Brougère qui nous a fait l'honneur de rédiger la préface. Le livre a été dirigé par moi, mais en fait, les contributions sont très, très diverses. Nous avons des auteurs qui viennent de différents pays et qui travaillent dans des pays différents. Nous avons ainsi, par exemple, Caroline Cruot, qui est française, mais qui travaille en Norvège, Sabrina Kuliba, qui travaille aux États-Unis, qui est conceptrice de jeux indépendante, Christopher, Stéphanie et Julie Size, qui travaillent à Oregon et qui sont donc de nationalité américaine, ils sont nés aux États-Unis, tout comme Stephen Thorne et Jonathan Reinhardt. Jonathan a écrit un livre très, très important sur le jeu en classe de langue en anglais, c'est une référence incontournable. Les autres aussi ont énormément publié sur le jeu et la didactique des langues. Nous avons bien entendu Sébastien Dubreuil, qui travaille à l'Université Carnegie Mellon et qui, comme vous l'avez vu, réalise de nombreux projets directement adressés aux étudiants. Stéphanie, donc collaboratrice à Oregon. Mathieu Loiseau, qui est déjà venu ici au Mexique et avec qui j'ai déjà eu le plaisir de travailler à de nombreuses reprises, qui porte plusieurs projets sur le jeu, en ce moment le projet Lex Game. Jonathan, que j'ai déjà mentionné, Laurence Schmoll, qui est à l'Université de Strasbourg et qui a, par exemple, participé à la création d'un des rares jeux qui a été commercialisé, le jeu Telem pour le français langue étrangère, Julie et Steven, donc toujours aux États-Unis, et Eva, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, qui est à l'Université d'Oslo. Donc, je n'oublie pas Camille Nou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous la connaissez, le connaissez. En fait, c'est une entité abstraite. Camille Nou est un auteur, une autrice qui représente la volonté des auteurs réels de souligner la dimension collective de la construction de la connaissance. Donc, Camille Nou fait partie de notre équipe parce qu'elle souligne ainsi l'importance que nous donnons à la participation collective et à la discussion et aux échanges et au fait que la connaissance doit être quelque chose de librement produit, librement partagé, librement discuté. Ensuite, je vous présente très brièvement les 3 parties du livre. Nous l'avons conçu de façon à ce qu'on puisse d'abord commencer à réfléchir ce qu'est le jeu et donner quelques jalons théoriques, surtout en français, parce qu'il existe des ouvrages en anglais, mais en français, on a constaté un manque spécialement marquant d'ouvrages qui permettent de penser le jeu, de réfléchir à quels sont les éléments théoriques essentiels et aussi aux pistes méthodologiques pour ceux qui veulent se lancer dans une recherche scientifique sur le jeu. Donc, c'est un ouvrage très, très axé sur la recherche autour du jeu. Mais la deuxième partie revient, et Sébastien l'a bien souligné, puisqu'il a évoqué dans sa présentation
plusieurs des expériences qui sont décrites avec beaucoup plus de détails dans le jeu, dans le volume, puisque la deuxième partie parle sur l'utilisation de jeux. Comment on peut concevoir des jeux, à quoi ça sert, comment le faire en classe, comment l'associer avec la langue, avec plusieurs récits d'expériences que je vais évoquer dans un instant de manière plus détaillée. Et finalement, parce que c'est une préoccupation fréquente et importante, comment évaluer par le jeu, utiliser un jeu au moment de l'évaluation, mais aussi comment évaluer l'utilité, l'efficacité de l'apprentissage obtenu grâce au jeu. Donc, évaluation par le jeu et évaluation du jeu. Et il y a aussi une partie consacrée aux éléments essentiels pour la formation des professeurs au jeu. Donc, la première partie sur Penser le jeu contient 4 chapitres. Le premier, c'est moi qui l'ai écrit, Penser le jeu dans la didactique francophone des langues et des cultures. J'y donne ce qui me semble être les éléments essentiels pour pouvoir s'intéresser au jeu en tenant compte des réflexions qui ont déjà eu lieu essentiellement dans la didactique francophone, mais en tenant compte aussi des apports anglophones, italophones, hispanophones. Nous avons ensuite un chapitre écrit par Jonathan Reinhardt qui s'est amusé à imaginer la rencontre entre Roger Caillois et Kolb, David Kolb, Caillois étant celui qui a proposé une typologie toujours très utilisée de style de jeu, et Kolb ayant travaillé les styles d'apprentissage. Donc, il va croiser ces deux éléments et imaginer le dialogue entre ces deux hommes qui s'intéressent au phénomène de l'apprentissage par le jeu sous des angles différents. Mathieu Loiseau, avec Camille Nou, a écrit un article sur l'attitude ludique avec des exemples issus d'un jeu vidéo concret et en association avec la classe de langue. Et finalement, Caroline Cruau, que j'ai eu le plaisir de connaître justement en faisant partie de son jury, nous a proposé un chapitre sur le jeu comme objet de recherche, quelle méthodologie utiliser et surtout une méthodologie orientée par la conception, puisque son travail à elle était axé sur la conception d'un jeu et l'observation longitudinale. Elle a pendant 1 an suivi une classe qui a utilisé ce jeu et qui lui a permis de tirer quelques conclusions. Donc, elle a réfléchi et donné des exemples de comment utiliser la méthodologie orientée par la conception pour travailler sur le jeu comme objet de recherche. Dans la deuxième partie, qui est constituée elle aussi de 4 chapitres, il y a des considérations générales sur comment choisir, adapter, détourner et concevoir des jeux pour la classe de langue. Il y a des conseils généraux, il y a des pistes bibliographiques, il y a des éléments de réflexion à retenir. Il y a aussi, élaboré par Sébastien Dubreuil et sa collègue Sabrina Culiba, un récit d'expérience sur apprentissage et création de jeux en cours de FLE. Donc, il y aborde ce qu'il vient de nous présenter. La deuxième partie nous a présenté comment ils ont mis en place ce projet à l'université de Carnegie Mellon. Et nous avons aussi un article de Julie Sykes et Stephen Thorne sur la réalité augmentée géolocalisée mobile, c'est-à-dire l'expérience que Sébastien a également évoquée dans le quartier Los Griegos, où les étudiants sont sortis de l'université pour aller interagir avec les habitants de ce quartier en espagnol. Et parmi d'autres, parce que dans l'article, ils citent plusieurs autres options, ils ont Mentida et Ops, etc. Ils présentent différents jeux qui peuvent être organisés avec la réalité augmentée géolocalisée mobile, donc avec des dispositifs mobiles. Et finalement, un autre récit d'expérience axé pas mal aussi sur la question théorique, sur les expériences de réalité mixte comme voie ouverte à la participation collaborative et l'engagement. Ceci est un chapitre de Christopher Daradix, Stephanie Wright et Julie Sykes, qui vont nous parler justement de comment utiliser la réalité mixte, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité réelle, on va dire entre guillemets, qui permettent donc de mettre en place des activités de collaboration et d'engagement dans la classe de langue. La dernière partie inclut à nouveau 4 chapitres. Le premier concerne une vision générale sur l'évaluation, les rapports entre jeu et évaluation par le jeu, évaluation du jeu. La deuxième partie, le deuxième chapitre est dû à Laurence Schmoll qui propose une réflexion et des pistes pratiques sur une évaluation par les utilisateurs, c'est-à-dire par les apprenants, que les apprenants puissent évaluer le jeu et puissent rétroalimenter l'expérience de conception de jeu. Eva Tuvold nous a
fourni un chapitre sur quelle est la présence aujourd'hui du jeu dans la formation des enseignants d'après la littérature spécialisée. Donc, elle a fait un peu le bilan des thèmes qui sont principalement abordés, les thèmes qui manquent, quelles sont les pistes à creuser encore. Et le livre se termine par un chapitre que j'ai également écrit, esquisse d'un cahier de charges pour une formation au jeu destinée aux enseignants de langue. Donc, si l'on veut former les professeurs, si l'on veut mettre en place dans le cadre d'une licence ou d'un master ou d'une formation continue, une formation au jeu, quels sont les éléments à prendre en compte d'après mon expérience empirique et théorique. Et je termine en vous disant que l'éditeur Peter Lang nous a accordé un code promotionnel, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 mai 2022, vous allez obtenir une réduction de 30% sur la version papier en utilisant le code qui s'affiche actuellement à l'écran, HS30, en écrivant au contact qui s'affiche là. Je vous le mettrai à nouveau sur le chat dans un instant au moment des questions. Et le code est particulièrement intéressant parce que, hélas, le livre coûte cher. Ça, c'est une décision de l'éditeur. Il est actuellement au prix de 50 €. Il existe en version numérique et en version papier. Mais comme je vous l'ai dit, pour la version papier, vous pouvez obtenir pendant le mois qui vient une réduction de 30%, ce qui couvrira une bonne partie, voire même dépassera les frais d'envoi. Donc, vous avez là aussi les liens vers la page de l'éditeur, etc., ainsi que mon contact, silva8a@unam.mx, au cas où vous souhaiteriez que nous puissions discuter plus en avant sur ces questions-là. Ayant terminé ceci, je reviens très brièvement sur la page précédente pour que vous ayez l'occasion de copier le code si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, HS30, il faut écrire à l'éditeur Peter Lang @presswarehouse.com. De toute façon, je vais le mettre sur le chat dans un instant et je ferme la présentation afin de pouvoir laisser la place à vos questions. Donc, je ne sais pas si dans le public, nous avons des questions. Merci Sébastien, tu m'as devancé, mais c'est pour ça qu'on est une équipe qui fonctionne. Donc, j'ouvre aussi le chat. Et Eva aussi. Parfait. Donc, nous voyons dans le chat que Ludmila a suivi virtuellement la construction du château de Guédelon et qu'elle aimerait faire ça en classe. Elle aimerait jouer. Et le jeu comme phénomène glissant, oui, c'est territoire poreux. Oui, il a le sens de la formule, Sébastien. Donc, je me demandais si vous aviez des questions, des commentaires. Moi, en écoutant Sébastien, ça me donne tout de suite envie d'aller dans ses cours, faire partie de cette expérience de conception de jeu. Et j'aimerais qu'on puisse mettre en place quelque chose d'équivalent à l'université. Donc, on en reparlera. Mais c'est au tour de public. Je ne sais pas si ici dans la salle ou derrière vos écrans, vous avez des questions, des questions pour Sébastien, des questions sur le livre. Ne soyez pas timide. Bon, je ne sais pas, Sébastien, si toi, tu avais quelque chose à ajouter par rapport… Rebecca a déjà une question. Merci, Rebecca, d'avoir lancé cette question. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Les jeux créés par vos apprenants, Sébastien, sont disponibles pour être joués en ligne par quiconque? Alors, c'est bien, c'est une excellente question à 2 titres, ça, Rebecca. Le premier titre auquel c'est intéressant, c'est que ça me permet de mentionner quelque chose que j'ai oublié de dire. Et la deuxième, c'est parce que ça me permet de rajouter ça à la réflexion de Ludmila sur jouer à Guédelon. Donc, si vous voulez jouer à Guédelon avec les apprenants, je vous encourage à aller… s'ils sont au niveau avancé, vous pouvez jouer au jeu tel qu'il se présente. Ma collaboratrice, Sabrina, elle a joué avec sa fille qui a 7 ans. Donc, vous voyez, elles ont joué en français.
alors qu'elles sont enfin, la petite, elle apprend le français, mais ouais, elle a 7 ans, donc voilà, c'est rudimentaire, mais elles se sont débrouillées. Mais vous pouvez aussi, si vous avez des apprenants qui titubent un petit peu avec le français, vous pouvez, je vais vous mettre un lien, vous pouvez m'envoyer un email. D'une là, je vous enverrai le matériel que les étudiants ont créé. Et donc, ça me permet de revenir à la question de Rebecca. Donc, ce ne sont pas des jeux auxquels on joue en ligne pour 2 raisons. La première, c'est que la première fois que j'ai fait le cours, j'avais dans l'idée de faire utiliser aux étudiants des simulateurs de jeux en ligne, comme il y a Tabletopia ou Tabletop Simulator, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'avais des étudiants qui passaient plus de temps à se frictionner avec la technologie qu'à vraiment penser à des jeux intéressants. Et donc, du coup, c'est toujours pareil dans l'enseignement de la technologie, enfin, de l'enseignement des langues avec la technologie, c'est que si la technologie devient un obstacle à la pédagogie, et ben, du coup, on n'avance pas. Et donc, du coup, j'ai arrêté la technologie et on a fait des jeux analogues. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si vous passez un peu de temps sur des plateformes comme par exemple Board Game Geek, que je recommande à toutes et tous, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de concepteurs de jeux qui mettent du matériel sur Board Game Geek. Et donc, maintenant, quand mes étudiants à moi, créent des jeux, je leur demande, en plus de tout le matériel qu'ils font, de faire une version, ce qu'on appelle print and play. Et tout ça, c'est archivé et en cours de publicisation. Donc, ça va être rendu à un moment complètement public. Pour l'instant, c'est seulement sur demande parce que ce n'est pas dans une version très, très sexy et visible, mais un jour, ça sera. Donc, je vous encourage à m'envoyer un email si vous voulez. Donc, la version print and play, c'est-à-dire que si vous, en tant que prof de français, ça vous intéresse, vous allez dans des fichiers folder, des fichiers Google, si vous voulez. Dedans, il y a tout le matériel pour un jeu. Vous le téléchargez, c'est en version PDF. Vous imprimez. Si vous êtes ambitieux, vous laminez et vous découpez. Et après, c'est jouable. Donc voilà, tout ça, c'est gratuit. Merci, ça vient Sébastien. du matériel de jeu, des règles de jeu, du matériel pédagogique. Je me bats avec mon clavier qui n'est pas le clavier habituel, je n'ai pas mis l'adresse, mais j'ai bien mis le nom Board Game Geek et vous pouvez, il suffit d'écrire cela parce que c'est boardgamegeek.com et vous pourrez aller sur le site que Sébastien a mentionné. Moi, je trouve fascinant, Sébastien, tout ce que tu peux faire autour de cette question du jeu, mais j'aimerais que tu rappelles, peut-être que tu l'as dit et que je n'ai pas entendu passer, mais que tu rappelles quel était le niveau de langue de tes apprenants et quelle était la discipline dans laquelle ils étaient inscrits. Ouais, alors ça, c'est encore une excellente question parce que ouais, ça mérite d'être dit. Parce qu'en fait, j'avais 3 publics différents qui ont donné lieu à des choses intéressantes et différemment intéressantes. Le public de Bonne Chance, donc le groupe d'apprenants, comme je vous le dis, c'était des gens qui n'avaient jamais fait de français et qui surtout ne voulaient pas apprendre le français. Donc, qui étaient récalcitrants à l'apprentissage des langues, quelle qu'elle soit, que ce soit le français. Ce n'était pas vraiment contre le français, c'était juste contre le fait d'apprendre une langue étrangère. Et là, ça a donné des choses intéressantes. D'abord parce que ça m'a donné l'occasion de voir que c'était beaucoup plus efficace comme dispositif d'apprentissage parce que j'avais à ma disposition 2 étudiantes en master qui étaient dans le studio 10 heures par semaine et qui ça permettait vraiment de répondre presque en flux tendu à toutes les questions de français des 10 à 12 étudiants qui travaillaient sur le jeu. Et donc, ils ont tous eu des tutos. Bon, ils avaient des manuels, ils avaient tout un tas de choses. Hein. Donc, c'était un environnement, on va dire, assez riche en ressources. Mais ça a vraiment aidé.
Et alors, ce qui était drôle, c'était à un moment, bon, je ne l'ai pas mis là, mais j'ai ça en vidéo, il y a un étudiant un de ces récalcitrants là, qui est en train de me montrer ce qu'il a fait sur le jeu, et il me dit, alors voilà, alors il y a mon personnage, il arrive, et puis là, il va dire ça, et puis là, après, il dit ça, et puis après, l'autre, il répond ça, et puis machin, il fait ça, et puis tout en français, puis tout d'un coup, il me dit, damn it, I'm learning French. Il dit, merde, j'apprends le français, comme si c'était un virus, vous voyez. Donc ça, c'était pour bonne chance. La première fois que j'ai fait le cours que je vous ai présenté avec les jeux analogues, c'était un cours uniquement au niveau avancé. Donc là, c'était intéressant à d'autres égards. C'est que là, on a avancé quoi, en termes de français. C'était assez percutant. Donc voilà. Et la deuxième fois pour ce cours-là, on a essayé quelque chose d'intéressant, un peu par la force des choses et un peu par curiosité. On était à court de profs de français, et j'ai donc la collègue qui s'occupe du programme de FLE m'a dit comment on fait. Je lui ai dit, écoute, j'ai une chose à te proposer, je ne sais pas si ça va t'intéresser, mais il me semble que c'est un dispositif d'apprentissage qui précisément permettrait d'avoir des cours de niveau mixte. Donc, tu n'as qu'à me donner tous les étudiants, et puis moi, je m'arrange. Donc, on a pris 2 sections au hasard, parce que du coup, il fallait que je couvre 2 sections. Donc, j'ai pris une section de 4e semestre de français, donc niveau intermédiaire, mid, low to mid. Et donc, là, ça, c'était la moitié de la classe. Et l'autre moitié de la classe, c'était des étudiants au niveau avancé. Et on les a mis ensemble. Et on a secoué et on a regardé ce qui se passe. Quand je les ai mis en équipe, parce qu'ils travaillent en équipe, évidemment, pour chaque jeu, puis on reconfigure les équipes à chaque nouveau projet. Donc, c'était des équipes qui étaient moitié-moitié, moitié intermédiaire, moitié avancée. Et en fait, ça m'a intéressé ça, parce que je me suis dit, quand on parle pendant un moment dans cette perspective un petit peu socio-culturelle, on a beaucoup parlé dans l'enseignement des langues, en tout cas dans le contexte nord-américain, des travaux de Etienne Lave et Jean Wenger sur les community of practice, les communautés de pratique, n'est-ce pas? Mais dans une vraie communauté de pratique, il faut des apprenants novices et des experts. Or, quand on fait ça avec que des étudiants au niveau élémentaire ou intermédiaire, il n'y a pas de expert speaker, il n'y a pas de locuteur expert. Alors que là, on était dans une dynamique où il y avait et des gens qui étaient le public en plus, qui étaient le public cible, des étudiants à peu près au niveau intermédiaire, donc qui étaient le public cible des jeux, donc pour les tester, et en même temps des gens qui pouvaient bénéficier de la présence dans leur équipe, dans la classe, de locuteurs un peu plus avancés. Et ça, c'est intéressant. Donc, maintenant, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on s'assure, parce que c'est là qu'éventuellement le bas blesse un petit peu, comment est-ce qu'on s'assure dans cette dynamique-là ou dans ce genre d'environnement que les étudiants au niveau avancé n'ont pas l'impression de faire du babysitting, ce qui n'était pas le cas, hein, mais ça peut éventuellement être un danger où il faut toujours qu'ils attendent les autres. Et puis de l'autre côté, que les étudiants au niveau intermédiaire reçoivent ce dont ils ont besoin en termes d'étayage de leur apprentissage de la langue, en fait, du code, en fait, des aspects plus formels de la langue. Donc là, pour l'instant, ils le font à travers tout le matériel qu'ils ont besoin de créer, hein, parce que quand il faut écrire des cartes, des règles, etc., ou des énigmes pour un jeu d'évasion, ou dans le premier cours, on avait fait de la fiction interactive. Il faut écrire des pages et des pages et des pages d'histoire. Dans ces cas-là, faut se confronter à l'outil langagier. Hein. Mais comment est-ce qu'on fait pour quand même s'assurer qu'ils aient reçu ce dont ils avaient besoin en termes d'acquis langagier? Ça, c'est un problème intéressant, je trouve. Par contre, j'adore comme idée. Ici, dans la salle, il y a 2 questions. Vas-y, raconte. Mais les 2 sont timides. Les 2 questions ou les 2 personnes? Les 2 questions. Les 2 personnes. Ah, ok, d'accord. Et justement, l'un demande
Dans le jeu de géolocalisation que tu as mentionné dans le quartier Los Griegos, quelles ont été les difficultés? C'est la première question. Et je te pose la suivante ou je te laisse répondre à celle-ci? On peut si elles sont vraiment différentes, on va les faire une à la fois. Alors ça, c'est encore une excellente question. La première difficulté, c'est qu'il faut trouver une bonne histoire dans la création du jeu. Je dirais ça, à la limite, c'est toujours vrai. Hein. Quand on crée des scénarios d'apprentissage comme ça, il faut se pencher quand même un petit peu sur la question. Ça, je dirais, à la limite, c'est le côté facile. Le côté vraiment difficile, c'est, à mon sens, hein, mais je pense que Julie dirait la même chose, c'est que je ne sais pas si le paysage télévisuel vous énerve autant que moi, mais quand je vois des jeux comme par exemple Survivor ou des choses comme ça, je me dis, mais de quel droit est-ce que nous, les Occidentaux, on arrive dans différents pays, différentes régions et qu'on les utilise comme terrain de jeu? Ça m'horripile à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Et le problème pourrait être le même là quand on s'inscrit dans une dynamique dans laquelle on va utiliser un lieu et encore plus grave, plus prometteur, mais aussi plus problématique, des gens, des membres de cette communauté-là. Il faut absolument que ça soit à double sens. Il ne s'agit pas juste d'arriver en disant, voilà, est-ce que vous voudriez être dans notre jeu? Parce qu'on va vous envoyer 25 étudiants par semestre et ils vont venir vous poser des questions et ça serait bien que vous y répondiez. Ça fait brouillon, quoi. Là, on est dans une perspective d'extraction, on est dans une perspective potentiellement d'exploitation, etc., etc. Donc, il y a un travail délicat à faire de cultiver des liens pour que cette relation elle soit mutuellement bénéfique pour l'endroit et surtout pour les gens qui l'habitent, quoi. Que ce soit qu'ils l'habitent d'une façon résidentielle ou personnelle, professionnelle, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont dans cet environnement-là, dans cet espace-là, il y a une forme de disruption, on dérange. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour déranger le moins possible, en fait? Et donc ça, ce travail-là, il peut être délicat, selon où on se trouve, etc., etc. Donc là, Julie, elle a fait ça très bien parce que, bon, tu la connais, c'est Julie, tout le monde l'aime et tout le monde veut être Julie quand ils grandissent. Mais donc ça s'est bien passé, elle a fait ça bien, mais voilà. Donc, je crois que c'est ça vraiment la grosse difficulté. Le reste, après, il y a des problèmes comme partout, hein, de trouver un bon outil, faut que ça marche, faut que ça soit bien conçu, parce que sinon, si ça bug, les étudiants, ils sont dans la nature, et puis du coup, encore une fois, si le niveau de frustration excède le potentiel d'apprentissage, ça ne va pas bien non plus. Mais ça, c'est des détails techniques. Si ça ne marche pas la première fois, bon, on s'excuse platement, et puis on débug et puis on repart, quoi. Mais le vrai obstacle, il est là. C'est comment établir une relation harmonieuse avec l'endroit et la communauté dans une dynamique respectueuse, harmonieuse, etc. Merci, voilà. Sébastien. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut parler de jeux authentiques quand il s'agit d'apprentissage ou est-ce qu'il faut considérer que tous les jeux qu'on utilise en classe ne sont en fait que des mods? Ouais, ça c'est une super question. C'est toujours la métaphore du brocoli couvert de chocolat, n'est-ce pas? C'est que à l'extérieur, on dirait un joli morceau de chocolat. Alors on mord dedans, puis à l'intérieur c'est du brocoli. Alors bon, ça marche. C'est une métaphore qui marche pas avec mon fils parce qu'il adore les brocolis. Alors je lui mets un navet à la place ou un radis parce qu'il n'aime pas les radis. Mais donc alors. Je dirais que la question, ça dépend. Parce que, alors je dirais, ça, c'est vraiment une réponse de rugbyman. Ça, on botte en touche, ça dépend. Ça dépend parce que, d'un point de vue philosophique, à la base, pour qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait une participation volontaire au jeu. N'est-ce pas?
Daniel Pennac, dans un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Comme un roman, il parle des droits du lecteur. Un des droits du lecteur qu'il décrit, c'est le droit de ne pas lire. Okay, eh ben, un des droits des joueurs, c'est le droit de ne pas jouer, n'est-ce pas? Alors, à partir du moment, je commence avec ça parce qu'à partir du moment où vous apportez un jeu en classe de langue, quel qu'il soit, et que vous imposez ce jeu parce que c'est l'activité du jour, eh ben, si vous avez un étudiant ou un apprenant ou une apprenante qui aurait voulu ne pas jouer ou qui n'aurait pas voulu jouer à ce jeu-là, qui aurait voulu jouer mais pas à ce jeu-là, eh ben là, forcément, déjà là, c'est plus authentique. Parce que d'un point de vue philosophique, là, cette personne devrait pouvoir ne pas jouer. Mais on leur demande jamais, quand ils viennent en classe, on leur demande jamais s'ils veulent faire de la grammaire. On leur met un exercice de grammaire devant les yeux, puis on disait, allez hop, remplissez les trous. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas le choix. Mais ils jouent à l'étudiant. Alors, ils disent, bon, ben voilà, on va jouer à l'étudiant, je vais remplir les trous, puis on verra bien ce que ça donne, avec plus ou moins de motivation, avec plus ou moins de zèle, etc., et d'application. Mais bon, donc il y a ce premier problème-là. Le deuxième problème, c'est les jeux sérieux. Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, les jeux sérieux. Par exemple, moi. Il y a des gens qui considèrent le Boggle, par exemple, comme un jeu sérieux. Parce que c'est un jeu de lettres, n'est-ce pas? Donc, il faut faire des mots. Pourquoi on joue au Boggle alors qu'on pourrait jouer à la balle au camp? Bon, mais c'est aussi fun, le Boggle, même si c'est un jeu de lettres où il faut faire des mots, il faut se creuser le cerveau, il faut, etc., etc. C'est un jeu qui marche bien en France, parce qu'en français, on aime bien faire des jeux avec des lettres, on aime bien faire des jeux avec des mots. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le pays de la dictée de pivot, n'est-ce pas? Donc, on aime la langue, on aime le langage, on aime jouer, triturer, manipuler les mots, les lettres, etc., etc. Donc, le Scrabble, le Boggle, tout ça, c'est des jeux qui marchent bien. Mais ça peut paraître plus sérieux. Et puis, il y a des jeux qui sont faits pour éduquer. Par exemple, quand on a commencé à parler de jeux en classe de langue, tout le monde disait « Ah, moi, je joue à Quizlet avec mes étudiants. » Bah oui, mais moi, je vois mes enfants, par exemple. Alors, on peut faire des choses très marrantes sur Quizlet, ce n'est pas la question. Mais moi, mes enfants, avec qui on joue beaucoup à des jeux de société à la maison, on joue aux cartes, on joue à tout un tas de trucs. Ils me disent, si je vois encore un Quizlet en salle de classe, je vais exploser. Parce qu'ils en ont ras-le-bol de Quizlet. Parce que ça se présente comme un jeu, mais en même temps, c'est quand même juste répondre à des questions. C'est du scolaire qui mascarade comme jeu, si vous voulez. Donc là, effectivement, il y a un problème d'authenticité. Alors après, le troisième volet, je sais, c'est un peu long comme réponse, mais c'est tellement complexe comme question, ça paraît simple, mais je trouve ça vraiment difficile. Le troisième volet de ça, c'est d'apporter vraiment un jeu et de changer un petit peu ou de l'adapter. Donc, dans une perspective quand même très ludique, on joue pour jouer, mais la finalité, c'est le byproduct, en fait, un produit dérivé du jeu, c'est le fait d'apprendre. Donc, par exemple, j'ai joué avec des étudiants au niveau débutant à Anabi. Je ne sais pas si vous connaissez Anabi, c'est un jeu coopératif dans lequel on joue des artificiers, on a des cartes, on joue des artificiers et on doit faire le plus beau feu d'artifice possible. Et on a des cartes dans les mains, mais on ne les regarde pas. C'est-à-dire que tous nos partenaires autour de la table, ils voient nos cartes, mais nous non. Et on est censé donner des indications aux autres, avec des contraintes évidemment, sur ce qu'on a dans nos mains, pour pouvoir ensuite construire des feux d'artifice de façon collaborative. Dans le cadre d'un cours de langue, c'est super pour apprendre les couleurs et les chiffres. Donc, très bien, donc on joue à ça. Et ben, quand les étudiants ils ont besoin de jouer à ça, comme pour reprendre la directive de James Porgy sur la réforme éducative, lui dit pour changer la façon dont on enseigne, il faudrait changer les examens. Il dit quand quelqu'un joue à un jeu vidéo, si vous jouez à World of Warcraft et que vous gagnez, on ne va pas vous donner un examen pour vous tester sur votre connaissance de World of Warcraft. Vous venez de gagner le jeu. Donc, vous maîtrisez le jeu. Donc, il n'y a pas besoin d'examen. Et ben, avec Anabi, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de… J'ai aussi joué à Devine-tête, par exemple, pour apprendre à mes étudiants à poser des questions oui-non. Et ben, s'ils savent jouer à Devine-tête, je n'ai pas besoin de leur donner un examen pour savoir s'ils savent poser et répondre à des questions oui-non. Ils viennent de me le démontrer. Donc dans ces cas-là,
c'est peut-être, à mon sens, l'approche la plus authentique, dans le sens où les étudiants apprennent à la limite sans s'en rendre compte. Ils viennent ça fait 1 heure qu'ils jouent à devine-tête, ils savent tous, ils partent de 0, et au bout de 50 minutes, ils savent complètement poser des questions oui-non et y répondre. Et ben voilà, vous avez appris les questions oui-non, maintenant on va passer à autre chose. Ah ouais, mais quand est-ce qu'on fait la leçon de grammaire? Ben, vous venez de la faire, ça fait 45 minutes qu'on l'a fait, la leçon de grammaire. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Donc, voilà. Merci Sébastien. Nous avons un commentaire de Guillaume Garçon qui nous conseille le jeu Dictopia, beaucoup plus simple que Scrabble pour les A2, B1, et on peut jouer en simultané à 7 joueurs. Et nous avons aussi une question de Rebecca par rapport à Camille Nous, je ne sais pas comment il faudrait le prononcer en fait. Je vais me permettre d'y répondre. Simplement, Camille Nous est née en 2020. C'est l'initiative d'un laboratoire de recherche français. Et il y a une dimension politique dans cette initiative parce que c'est né à la suite des conflits qui existent en France par rapport au financement de la recherche. Mais ce n'est pas uniquement français. Cette vision actuelle de la recherche comme quelque chose de très individuel où chacun cherche à gagner des points et à remplir un dossier en oubliant que la recherche et la connaissance, il ne s'agit pas d'une compétition où il faut gagner sur les autres, mais que c'est un travail d'équipe, qu'il y a un travail collégial qui se fait. Donc, Camille Nous ou Nous, Camille est un nom épicène qui peut convenir à une femme ou à un homme, et nous, en français, le pluriel, mais nous, en grec, la raison. Donc, Camille Nous, c'est un nom qui a été inventé pour désigner ce chercheur, cette chercheuse qui participe au projet et qui est polymathe. Polymathe, ça veut dire qu'elle s'intéresse ou qu'il s'intéresse à tous les domaines. Plusieurs articles scientifiques ont été signés, surtout en 2020-2021, et donc de notre côté aussi. Le livre est signé par Camille Nous comme pour souligner cet engagement dans la production collective de la connaissance. Et il faut savoir que certains éditeurs, heureusement pas Peter Lang, ont refusé d'inclure Camille Nous dans leur fichier d'auteur et dans les livres ou les articles parce qu'ils pensent que c'est une façon de dédouaner les vrais chercheurs de leurs responsabilités. En fait, non, ce n'est pas Camille Nous qui signe le livre et nous, on se met à côté. C'est juste pour rappeler qu'en fait, les propositions que nous pouvons faire dans ce livre, elles ne sont pas nées juste dans notre cerveau, ni même dans l'échange dans le groupe de recherche que nous pouvons constituer, mais plus largement des travaux qui ont été déjà effectués dans différents domaines, dans différentes régions culturelles, géographiques, linguistiques, etc. Donc oui, c'est une prise de position politique douce, mais une prise de position. Voilà. Donc, je pense pour l'instant qu'on peut, comme je ne vois plus d'autres questions, ni en salle, ni dans le chat, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, je remercie Sébastien de sa présentation qui a été très riche, très diverse et qui exprime bien aussi l'esprit du livre que nous avons eu le plaisir également de présenter. Je remercie tous ceux qui sont présents de nous avoir suivis donc, pour la présentation qui sera en ligne, qui sera mise en ligne très bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Avant cela, je souhaite vous rappeler que mardi prochain à 10h du matin, si je ne me trompe, mais vous pouvez aller sur Facebook, chercher Haïté Silva, l'information est sur Facebook. Nous allons présenter également non pas les résultats d'un projet de recherche qui porte sur la robotique, le jeu et l'enseignement des langues, mais plutôt les défis qu'a pu représenter ce projet. Donc justement, les leçons que nous avons apprises en réalisant ce projet et les nouvelles orientations que nous allons pouvoir prendre suite à ce projet. Donc, si vous souhaitez nous suivre, vous pourrez consulter l'information sur Facebook. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tout particulièrement Sébastien de son intervention, ainsi que tous ceux qui étaient présents. Et je vous dis à la prochaine. J'arrête l'enregistrement au moment où je le trouve. Voilà.